Bonsoir à tous et merci d'être avec nous une fois de plus pour l'émission Quand le passé se fait présent. Un chaleureux merci aux employés du Centre de bénévolat, point de service du Cap de la Madeleine et aux employés de Vidéotron qui nous aident à réaliser cette émission. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter une amie de longue date, Madame Lucie Pépin. C'est une maman et une grand-mère qui habitent à Victoriaville. C'est aussi une femme à qui l'on aime se confier et qui nous aide à aller de l'avant par son bon sens à toute épreuve et par une solide connaissance de la nature humaine. Mais parler de Lucie, c'est aussi parler de Bruno, son mari. C'est aussi se souvenir de son courage, de son inaltérable bonne humeur et de son optimisme à toute épreuve. Grâce à Bruno, la jeune fille timide est devenue la femme solide que vous allez connaître aujourd'hui. Merci et bienvenue, Lucie. Ça me fait plaisir que tu aies accepté d'être avec nous. Lucie, tu es née le 11 mai 1927 à Louisville. Oui. Fais-nous connaître ton coin. Un tout petit coin de la province de Québec qu'on appelait dans le temps, quand j'étais toute petite fille, le canton de Bulstrode. Et puis le petit village dans lequel je suis née s'appelait justement Bulstrode parce qu'il faisait partie de ce canton. Plus tard, on a surnommé le village Defoy, qui est à 4000 de David-Louisville. Et puis, justement, en l'honneur d'une famille qui demeurait voisine de chez moi, étant petite fille, là, des Monsieur Defoy. C'est ainsi que la municipalité se nomme désormais Defoy. Parler de mon enfance, c'est d'abord faire un retour chez mes arrière-grands-parents, que j'ai eu le bonheur de connaître. Mon arrière-grand-père, qui était arrivé dans le petit village de Bulstrode dans le temps où est-ce qu'il n'y avait que du bois. Et puis, ils ont d'abord défriché un coin de terre pour pouvoir bâtir un genre de petite maisonnette qu'on aurait pu appeler un camp plus qu'une maison. Et puis, ce qui pressait, c'était de voir à construire le moulin à scie, qui deviendrait l'industrie familiale, qui maintenant est rendu à sa 5e génération bientôt. Et puis, c'est bien sûr que le confort n'était pas là, mais l'important, c'était de trouver du travail, une façon de subvenir aux besoins des familles. Mon grand-père était avec son père à ce moment-là, mais était adolescent. Par la suite, mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés et puis ils ont eu, 3 ans plus tard, un fils unique qui demeurera unique. Et puis c'est mon père, Lucien Trudel, de qui j'ai un souvenir extraordinaire, comme tout parent a un souvenir d'un père et d'une mère, j'imagine bien. Et puis, mon père se trouvait à être de la 3e génération dans la maison. Et puis, il amenait une petite jeune dame qui, à ce moment-là, n'avait que 16 ans. Dans le temps, les filles se mariaient tôt. Et ma mère n'avait que 16 ans, mon père avait 20 ans dans le temps. Et puis, ils ont eu une nombreuse famille, 12 enfants. Ta mère, elle s'appelait comment? Ma mère s'appelait Irène Gintès. Puis elle venait d'où, elle? Une fille du coin. Son père était revenu des États-Unis, puis il s'est installé à Bulstrode dans le temps. Et puis, elle était la 2e d'une famille de 9 enfants. Et puis, ils se sont connus chez les bancs de l'école, tout simplement. Et puis, dans le temps, c'était beaucoup la mode que les parents disaient « tu as un bon parti, profites-en, choisis tout de suite ». Mais en fait, il y avait une petite tendance que les parents influençaient un peu le choix du partenaire assez souvent. C'était pas si mauvais que ça, j'imagine, parce que même si on choisit à 100% son partenaire, ça comporte toujours des surprises, parce qu'on marie toujours un étranger, comme disait mon grand-père. Et puis, ils ont habité chez mes grands-parents avec mon arrière-grand-père qui vivait toujours, parce que mon arrière-grand-père est décédé, j'avais 8 ans, et mon grand-père est décédé, j'avais 11 ans.
Mais j'ai vécu avec ma grand-mère toute mon enfance, mon adolescence, même que j'avais mon troisième enfant lorsqu'elle est décédée. Fait que j'ai de très bons souvenirs de ma grand-maman. Et puis, je souhaite bien qu'une chose que mes enfants et mes petits-enfants surtout se souviennent de moi plus tard, avec la même qualité d'amitié, de chaleur humaine que ma grand-mère nous apportait. Parce qu'on avait notre mère, mais on avait la grand-mère qui était quasi notre deuxième mère. Vu qu'elle n'avait eu qu'un fils, elle s'est reprise. Et puis, elle a contribué à notre éducation, à notre bien-être. C'est elle qui cuisinait pour tout ce monde-là. C'est elle qui faisait le pain pour tout le monde qui était dans la maison. À un moment donné, c'est bien sûr qu'on n'a pas été 12 à la fois là, à la maison, parce que j'ai un frère quand même qui a une bonne différence avec moi. J'étais la deuxième d'une famille de 12. Ça implique que ça a duré longtemps que la grand-maman avait des petits-enfants dans la maison. Et puis, ça permettait à ma mère, par contre, parce que ma mère faisait beaucoup de boulot à l'extérieur pour aider mon père qui était plus souvent qu'autrement pris aux besoins de la scierie et puis aussi pris aux travaux de la ferme parce que... Vous aviez une ferme en plus. Oui, à un moment donné, c'est sûr que probablement que c'est pour les besoins de subvenir aux besoins qui étaient nombreux. Mon grand-père a décidé de faire la culture de la terre aussi. Et puis, c'était pas une ferme élaborée, mais quand même, ça apportait le lait, les œufs, la viande, qu'il prenait, comme dans le temps, qu'il prenait le temps d'abattre un animal quand arrivait le temps des fêtes, puis mettre ça dans l'avoine. Comme les gens de mon temps ont eu connaissance que ça se faisait, parce que les congélateurs n'étaient pas là. Et puis, tout ça, bien, ça fait que ça nous donne un bagage de souvenirs qui sont bien particuliers à ces temps-là. Nos jeunes auront d'autres souvenirs en électronique puis en beaucoup de choses, mais nous autres, c'est des choses... moi, quand je pense à mon passé, je me revois sur les genoux de mon grand-père qui nous gardait lorsque mon père et ma mère décidaient d'aller faire un tour chez les parents de ma mère qui étaient dans le petit village. La gardienne était toute trouvée, il n'y avait pas de problème. C'était grand-maman et grand-papa Trudel qui gardaient le groupe d'enfants là, qui étaient là, les enfants de leur fils. Et puis mon grand-père nous racontait beaucoup d'aventures, beaucoup de choses, nous parlait de la nature beaucoup. Je me souviens dernièrement, j'entendais la chanson de la loutre à la radio. Je me suis dit, ils l'ont ressorti de loin parce que j'ai souvenance que c'était la chanson que mon grand-père nous chantait en nous berçant. Et puis, tout ça pour dire que c'était plein d'activités dans la maison, vu qu'on était 4 générations à un moment donné. Mais c'est des souvenirs agréables. Par exemple, je pense quand mes parents avaient à nous reprendre, parce que tout parent a le boulot de devoir reprendre un enfant ou l'autre. Et puis je me souviens une bonne fois que je ne sais pas ce que j'avais fait, mais en tout cas, on m'avait privé de dessert, parce que c'était le mode du temps un peu. Et puis j'étais montée dans ma chambre plus à bonne heure que d'habitude. Et puis dans la soirée, le grand-père avait bien eu connaissance que j'avais été privée de dessert. Mes parents sont allés prendre une marche. Il en a profité pour me couper une bonne pointe de tape que ma grand-mère avait faite dans la journée, puis il était venu me porter ça dans ma chambre. Il dit, tiens, la petite, tu dois avoir encore faim un peu, tu sais. Et c'était de l'affection, c'était de la chaleur humaine, c'était venant des grands-parents. Ça compensait pour peut-être des inconvénients qu'il y avait à vivre avec plusieurs générations. C'est sûr qu'on avait à se taire souvent, dans le sens
ben là, ton grand-père est couché, ou, tu sais, il fallait être plus sage, mais on veillait tellement peu tard qu'il n'y avait pas à nous faire taire tellement souvent par rapport à ça non plus. Mais cette cohabitation-là, au point de vue, par exemple, de la jeune épouse de 16 ans qui rentre dans une maison déjà pleine, ça doit poser certains petits problèmes à la base. Hein? Tu me fais faire un retour là-dessus, puis j'imagine qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, ça devait être quelque chose pour ma mère d'avoir à vivre avec les grands-parents, parce qu'elle arrivait d'un milieu différent, elle n'avait pas la même éducation qu'eux avaient donnée à leur, comme des familles ont chacun leur petit point particulier. Je pense bien que la grand-mère ne devait pas trouver qu'elle se débrouillait très bien en nourriture. Mais par contre, ça a eu l'avantage que probablement mon père n'avait pas à s'ennuyer de la soupe de sa mère. C'était toujours la soupe de sa mère. C'était ça de prix. Et puis, ça devait développer bien des qualités, par exemple, la connaissance entre générations. Oui, ça nous apportait beaucoup parce que mon grand-père nous guidait autant que mon père pouvait le faire dans certains travaux, soit de la ferme ou même à la scierie. Je me souviens d'avoir été faire des petits travaux, on appelait ça clair et croûte dans le temps. Il s'agissait de prendre la levée du bois et puis d'aller mettre ça empilé en arrière, en cordelle. Là. Et puis, c'était assez facile à faire à l'âge de 10-12 ans. Là. Oui. Comme on était d'abord 4 filles, les aînées, il fallait faire des besognes de garçons. Ah, oui. Et puis, ils nous initiaient à ces choses-là. Puis, ils avaient aussi un moulin pour le bardeau dans le temps. Fait qu'on allait faire des paquets de bardeaux, là. Il s'agissait de placer ça en ordre. Ils nous initiaient à ça. Puis ensuite, on pouvait le faire après les heures de classe ou le samedi. Parce que dans ce temps-là, le samedi, tout le monde travaillait. Il n'y avait pas de congé là. Hein? Et puis certaines qualités aussi, la tolérance, ça devait bien se pratiquer. Oh, absolument. Il y a des heures malgré tout. Oui, absolument, parce que c'est sûr que des fois que les petites remarques que l'arrière-grand-père nous faisait, on aurait, si ça avait été en 92, on aurait eu le goût de dire de quoi il se mêle. Mais il n'était pas question. Il fallait respecter les aînés. Et puis ça, c'était acquis, puis on ne pensait même pas d'être mal poli, si tu veux, pour nos grands-parents. On y tenait énormément, puis ils faisaient tellement partie de la famille que pour nous autres, c'était normal, c'était naturel. On n'avait pas connu autre chose d'ailleurs. Et puis ça nous apportait peut-être un désir de respect qui était valable aussi pour l'entourage. Et puis, je dirais que c'est un héritage que j'ai reçu de mes grands-parents, auxquels je tiens beaucoup. Et puis, ça m'amène peut-être même aujourd'hui à respecter mes petits-enfants dans leurs déclarations qu'ils font, dans mes enfants, bien sûr, d'abord, là, mais aussi mes petits-enfants. Je faisais un petit bout de voiture avec un de mes petits-enfants dernièrement, et puis ça m'a habituée à écouter parce que, tu sais, même le petit bonhomme de 10 ans, il y a quelque chose à dire. Et puis des fois, il y a quelque chose à apprendre de sa grand-mère. Et puis, tu es sur l'autre versant de la colline, si on peut dire, là, en te référant à tes expériences. Tu as vu vivre tes grands-parents, tu dois te rappeler de certains faits. Ah, absolument. Tu sais, quand je voyais mon grand-père le dimanche matin faire chauffer les briques pour mettre dans la voiture pour partir pour la messe, je trouvais que c'était d'avoir une grande foi, de braver la tempête, de braver les mauvais chemins. Et puis, les briques, c'était toujours pour les enfants, parce que les parents pouvaient se réchapper mieux. Ils prenaient toujours soin de nos pieds avant de prendre soin de leur. Ils étaient habitués à ce respect-là, là, il était en tout et partout, tu sais, puis l'affection qu'ils nous portaient. La robe de carriole, même si le grand-père ou le père était un petit peu déshabillé, pourvu que les enfants étaient couverts, pour pas que nos mains gèlent ou notre figure, c'était... le grand-père s'en plaignait pas, lui, quand il revenait, tu sais. Et puis, on avait toujours le désir de voir arriver le dimanche matin pour se retrouver en voiture. C'était la sortie de la semaine, comme on disait dans le temps. C'était vraiment le jour de fête, le dimanche. Absolument, absolument.
Et puis, c'était le temps où est-ce que, quand on partait pour la messe, on partait à jeun. Puis après la communion, on apportait nos sandwichs ou quelque chose pour manger un petit peu avant la messe, parce que dans le temps, là, c'était l'avant-midi qui y passait. Là, on ne revenait à la maison que pour dîner. Mais seulement que quand c'était notre dimanche à pouvoir monter dans la voiture, c'était toujours la fête. Donc, pour toi, la foi de tes grands-parents, là, c'était quelque chose de solide, de concret, puis de bien ancré en eux. Là. Énormément, puis de les voir travailler des 12 heures, des 14 heures par jour pour assumer la besogne qu'ils avaient choisie, assumer le métier qu'ils avaient choisi, parce que c'est bien sûr qu'il y avait de temps en temps des bris à la mécanique dans ce temps-là comme aujourd'hui, puis ils devaient réparer avec les moyens du bord. Fait que on les voyait, on voyait leur ténacité, puis on se disait, c'est important de ne pas lâcher. Je pense que ça me sert encore dans la vie. Tu sais, ça reste. Hein? Ça reste, c'est sûr. Maintenant, Lucie, parmi les valeurs que tes parents avaient, il y avait l'éducation, je pense. Hein? Vous avez tous été aux études, enfin tous ceux qui le désiraient. Oui. Veux-tu nous parler d'Étienne? C'est sûr que comme toute fille de de ce temps-là, je suis allée d'abord à la petite école qui était à 2 pas de chez moi, deuxième voisin. Et puis, on ne pouvait pas faire plus que la 6e année. Et quand j'ai fini mon primaire, pour aller plus loin, il fallait aller pensionnaire chez les religieuses. Heureusement, on avait un couvent des religieuses de l'Assomption de Nicolette qui était dans ma paroisse natale, Saint-Anne-Sault, de David-Louisville. Je suis allée au couvent pendant 2 ans à David-Louisville pour finir 7e et 8e année. Et puis de là, mon père m'a offert de continuer, de me rendre à Nicolette, à l'École normale de Nicolette, pour faire mon cours d'enseignante. Tu avais envie d'apprendre? J'avais vraiment le goût d'apprendre et puis la possibilité m'était offerte. Et puis les grands-parents étaient d'accord parce que j'ai omis de dire tantôt que c'est bien sûr que ça avait des avantages, puis ça avait certains petits inconvénients d'être plusieurs générations dans la maison. Mon père, quand ça a été le temps de m'envoyer aux études, là, mon père avait son salaire. Mais quand j'étais petite fille, ma mère devait demander de l'argent à son beau-père. Parce que dans ce temps-là, ce n'était pas la mode. De toute façon, il disait, le moulin, ça sera pour toi. Il ne voyait pas la nécessité de donner un salaire dans le temps. Ils étaient nourris, logés, chauffés. Comme ça, le père, il n'avait pas d'argent. Non, pas nécessaire. Quand la mère faisait le ménage, c'était au grand-père qu'elle le demandait. Oui, oui. S'il y avait de la peinture à faire ou n'importe quoi, c'était les grands-parents qui décidaient. Mais c'était comme ça partout. Oui. Personne ne s'en révoltait, personne ne s'en plaignait. C'était de maison en maison, c'était à peu près la même chose qui se vivait. Et puis les grands-parents étaient très généreux, parce qu'il n'y a pas eu d'inconvénients majeurs à ce niveau-là, mais je suis certaine que arrivé le soir, que ma mère avait certainement des petites confidences à faire à mon père quand il retrouvait leur intimité, qui en fait, aujourd'hui, je me dis, il l'avait seulement quand il passait la porte de leur chambre. Oui, oui. Mais ils acceptaient ces choses-là, c'était établi d'avance. Hein? Oui, et puis ça faisait partie de la tradition. Oui. Puis les grands-parents ne se sentaient pas sévères pour autant, là, en faisant ça. C'était la mode du temps. Mais au fait, c'était quasiment eux les seigneurs du domaine. Oui, oui, un peu. C'était chez eux, leurs enfants restaient leurs enfants bien longtemps. Hein? Et puis, quand je suis partie pour l'École normale de Nicolette, bien, c'est bien sûr que la visite, il ne fallait pas en attendre trop souvent. Ah, là, c'était la pension, là? Nous n'avions pas à ce moment-là les belles routes qui existent maintenant. Et puis, les visites, c'était à peu près une fois par mois. Oh, ça a dû être dur, hein? J'ai trouvé ça très dur parce que je me retrouvais dans un monde bien nouveau, parce que ça avait été le cercle familial assez fermé, aller jusqu'à ce que je sois pensionnaire. Et puis de tempérament, j'étais ennuyeuse. Mais je me souviens qu'en venant me reconduire à Nicolette, mon père avait dit, il est encore temps. Si tu as mieux changé d'idée, on peut faire marche arrière. J'ai dit non, j'ai décidé que j'irais, puis je vais y aller. C'était un tendre? Absolument. Puis là, tu étais décidée, là, puis te voilà pensionnaire, puis pas question de téléphone, puis...
Alors là, tu termines tes études avec un diplôme d'enseignement. Puis c'est l'enseignement tout de suite, là? Non? Ça n'a pas été tout de suite, tout de suite. Mon tempérament de petite fille, d'adolescente craintive, puis je dirais aujourd'hui peut-être aussi avec une bonne dose d'orgueil, j'avais un petit peu crainte de manquer mon coup. Ah. Et puis j'étais pas prête tout de suite à Quel âge enseigner. avais-tu, Lucie? J'avais 16 ans. Oh, c'est jeune aussi, oui. Puis dans le temps, ben, les écoles, c'était pas... c'était les 7 divisions. Si on enseignait, on était un professeur pour 7 divisions, puis on pouvait avoir jusqu'à 30 élèves. Tu sais. C'est beau. Ça faisait beaucoup de préparation de classe. Puis il me semblait que je ne me sentais pas à la hauteur de la tâche. Tu sais, là. Et puis au cours de l'année qui a suivi ma sortie de l'école normale, un professeur dans un village voisin était tombé malade, devait être opéré. Et puis le commissaire du coin était venu me demander si j'accepterais d'aller prendre la relève après les fêtes pour jusqu'à la fin de l'année. Et puis là, j'avais pris le temps d'y penser un peu. Je me suis dit, si j'ai de la difficulté, ça va durer moins longtemps, c'est seulement une demi-année. C'est vrai. J'ai décidé d'accepter. Et puis, j'ai fait ce temps-là, puis ça a été numéro 1. C'était vraiment moi qui... La crainte m'habitait parce que j'ai pas eu de difficulté. Puis, j'ai travaillé beaucoup, comme tout professeur du temps, parce que c'était pas... les livres fournis, puis souvent l'élève arrivait avec des livres bien endommagés, puis les parents n'avaient pas le temps de s'occuper de ça, fait que la petite maîtresse d'école du temps, mais si elle voulait que ses élèves puissent faire quelque chose le lendemain avec telle ou telle page, il fallait que la page soit insérée dans le livre, puis bien collée. J'ai vu des fois travailler jusqu'à des 11h minuit. À recoller des morceaux. À recoller des morceaux, parce que j'étais seulement à 3 000 de chez moi, de chez mes parents. Mais je devais habiter à l'école parce que les chemins n'étaient pas ouverts. Ah oui, en ce temps-là, oui. Puis même s'ils étaient ouverts l'été. C'était loin quand même. À tous les matins, faire 3 000 pour y aller. Puis je demeurais avec une de mes sœurs, c'est sûr, parce que ça ne convenait pas dans le temps d'être toute seule dans une école, tu sais. Même si c'est pas si loin, là, ces années-là, 44 si tu veux, il fallait amener quelqu'un avec soi. C'est drôle. Et puis, elle s'appelait comment, cette sœur-là? Elle s'appelait Claire. Claire. Oui. Et puis, au milieu de ce temps-là, ou à peu près, j'ai rencontré Bruno. Et puis, c'est lui qui me rendait le service de venir me chercher au milieu de la semaine en voiture pour m'amener veiller chez mes parents, puis il venait me reconduire après la soirée. Pour nous autres, c'était nos fréquentations, puis pour moi, c'était l'occasion d'aller revoir les miens, puis mes frères et sœurs. Et puis, c'est sûr que mes parents ne pouvaient pas se permettre de me véhiculer comme ça. Mon père venait me conduire le lundi matin, puis il revenait me chercher le vendredi après-midi. Ça a été ça, là, le petit début d'enseignement. Puis l'année suivante, j'ai eu la chance d'enseigner deuxième voisin de chez moi, à l'école où j'avais fait mon primaire. Et puis, j'ai enseigné là 3 ans. Puis ça a été très agréable. J'ai de bons souvenirs aussi de mon enseignement du temps, là. Et puis, quand j'ai enseigné tout près de chez moi, là, ben, j'avais seulement 4 divisions. C'était amélioré. L'école était séparée. On était 2 professeurs. Puis, c'est demeuré une bonne amie à moi, l'autre professeur. Je la vois régulièrement encore, après toutes ces années, 45 ans, même 48 ans. On se revoit, on s'appelle pour les fêtes, c'est toujours agréable. Que de souvenirs encore. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vivait moins vite, on avait le temps d'en accumuler plus peut-être. Tu sais. On avait moins de distractions, moins d'occasions de se dissiper peut-être. Hein? Puis pendant toutes ces années-là, Lucie, Bruno a continué à te fréquenter. Veux-tu nous présenter Bruno? Oui. En 47, 31 juillet 47, on se retrouvait au pied de l'hôtel à Saint-Anne-du-Sault, de Veluiville, qu'on nomme plus couramment, mais à la paroisse de Saint-Anne-du-Sault. Et puis, on se promettait fidélité. Et puis... Mais qui était Bruno? Oui. D'où venait-il? Ça serait peut-être important que je te dise vraiment, ça. Oui. Tu l'as connu, mais beaucoup plus tard. Je l'ai connu à un certain âge, Il demeurait à peine 1 mille de chez moi, dans la paroisse voisine, Saint-Valère.
Et puis, il était le plus jeune d'une famille de 9 enfants. Et puis, ses parents étaient cultivateurs. Et puis, je l'ai connu au magasin général, si tu veux. J'allais faire des commissions pour mes parents, puis lui venait faire des commissions pour ses parents à lui. C'est logique. On s'est croisés, puis à un moment donné, nos yeux se sont retenus. Et puis, on s'est mariés en 1947. Les deux premiers mois après notre mariage, on est demeuré chez une de ses sœurs parce qu'on n'avait pas à ce moment-là d'endroit où demeurer. Il pratiquait le métier de forgeron à Victoriaville dans le temps, mais c'était forgeron pour ferrer les chevaux, là. Beaucoup plus que mécaniser maintenant parce que les tracteurs étaient rares à ce moment-là. Mais on n'avait pas d'endroit où loger tout de suite, ça fait qu'une de ses sœurs nous avait offert à nous prendre en pension. J'ai vécu d'autres expériences là parce que la petite maîtresse d'école, elle n'avait pas tellement appris, elle, à presser des pantalons, puis à faire toutes sortes de besognes, tu sais. Et puis, fait que c'est ma belle-sœur qui m'a un peu initiée, parce qu'en n'ayant pas été à la maison beaucoup, ben ma mère n'avait pas pu me montrer ces choses-là tellement. Et puis, à un moment donné, ben, elle m'a aussi donné une petite notion de la couture, qui maintenant est mon loisir principal. Et puis, j'ai commencé doucement, tu sais, mais au bout d'une couple de mois, on s'est trouvé un petit logement, mais malheureusement, 5 mois après être mariés, un incendie a détruit tout ce qu'on possédait. Vous avez tout perdu, là, hein? Oui. Mais comment est-ce qu'on vit ça quand on est jeune marié, pas trop d'argent encore, là? Aviez-vous des enfants, c'était pas? Non, pas encore. On vit ça difficilement. Hein? Et puis, quand on est de tempérament comme j'étais, plutôt craintif, plutôt pessimiste, plutôt peur de l'avenir, on a envie un petit peu de se décourager. Puis je me souviendrai, aussi longtemps que Dieu me prêtera mémoire, je me souviendrai de la phrase que Bruno m'avait dite à ce moment-là. Je lui faisais la remarque qu'on a tout perdu. J'ai dit, c'est pas un cadeau pour toi, hein? Ça fait que, parce qu'à ce moment-là, j'ai oublié de te dire que de la minute qu'on prenait Marie, on laissait la profession qu'on pratiquait. Et puis, je n'enseignais pas, donc je n'apportais pas de sous à la maison, à part en économisant le peu que Bruno gagnait dans ces années-là. Il m'avait répondu à mon affirmation qu'on avait tout perdu. Il a dit, je n'ai pas tout perdu. Toi, tu es encore là. Je pense que c'est la plus belle déclaration d'amour que mon mari pouvait me faire à ce moment-là. Et puis, comme il était le type bien fonceur, puis optimiste, puis toujours rempli de projets, il ne s'est pas arrêté là. Il dit ça ne va pas dans la besogne, on va essayer de faire autre chose parce que là, les tracteurs sortaient un peu, il n'y avait pas de cours de soudeur puis tout ça. Fait qu'on a décidé de fermer la boutique et puis de la mettre en vente. Et puis Bruno est allé faire d'autres besognes. Mais pour les 3-4 années qui ont suivi, là, ça a été difficile parce que l'ouvrage était un peu rare. Puis comme il n'y avait pas de métier particulier, bien, c'était plus difficile aussi là, par rapport à ça de se trouver un travail. On est même allé demeurer à Drummondville un bout de temps. Il a travaillé à la Célanise. On est revenu à Victoriaville après coup parce que la Célanise avait moins de travail puis ils avaient mis à pied un bon nombre de gens. Et puis, comme il était dans les dernières entrées, bien, il a été le premier à sortir, comme ça se passe encore maintenant. Tout ça pour dire qu'il y avait des choses difficiles à vivre, mais il y avait des choses bien agréables aussi parce qu'on apprenait jour après jour à se connaître mieux. Parce que, comme disait mon père, on se marie toujours avec un étranger ou une étrangère. Mais le grand plaisir qu'on a, c'est d'apprendre à se découvrir puis apprendre à se connaître mieux. Et puis, j'avais un homme qui était pacifique, qui était calme, qui était effacé à sa façon, qui se retrouvait toujours un coin où il pouvait lire un peu. Puis, il aimait beaucoup s'informer de la manière qu'il pouvait le faire. Fait que ça a été agréable. Puis au même moment, ben là, les enfants sont arrivés. Là, puis, combien en as-tu? J'en ai 7. 7 enfants. Oui. Et puis, je dis souvent à des amis,
heureusement que j'avais 7 enfants quand mon mari est parti, parce que ça m'amène beaucoup beaucoup plus de petites visites éclairs, tu vas me dire, parce que des fois, ils parlent seulement prendre un café, mais quand même... Puis des petits-enfants aussi. Puis des petits-enfants, j'en ai 12. Oui. L'aîné, 21 ans, puis la plus jeune a à peine le mois. Mais si ça ne te fait rien, j'aimerais revenir à Bruno un peu. J'ai un faible pour Bruno. Je l'ai connu, moi, optimiste, courageux. Il a toujours travaillé fort, cet homme-là. Votre maison où tu vis actuellement, elle a toute une histoire, cette maison-là? Ah, une belle histoire, puis une histoire que ça me fait plaisir de te raconter, parce que toi, c'est pas des choses que tu es au courant, on s'est connus, mais pas dans ces années-là. Oui, à un moment donné, on s'est dit, même si on n'a pas d'argent, il faut faire quelque chose pour avoir un chez-soi à nous, là. Et puis, dans le temps, emprunter quand on n'avait rien, ça se faisait pas. Et puis, on connaissait un vieux monsieur qui prêtait sur billet. Mon mari est allé le voir, Bruno est allé le voir, puis il lui a demandé ça. Il dit, j'aimerais me bâtir, j'ai 3 enfants, et la 4e s'en vient. Et puis, on aimerait avoir notre chez nous, mais il dit, j'ai pas d'argent. Le monsieur, il dit, si ça peut faire ton affaire, je vais te passer 1500 pièces. Dans le temps, 1500 pièces, c'était beaucoup parce que Bruno gagnait à ce moment-là 42 $ par semaine. Oui. Et puis, on s'arrangeait avec ça, avec 3 enfants, puis payait le loyer, le chauffage. C'était dans 50, les années 52, 54, là. Et puis, on a décidé de construire. La besogne s'est fait, les premières besognes se sont faites beaucoup avec des coups de main. Frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, des 2 familles, mais tout le monde était présent. Après son travail, il a fallu qu'il vive. Oui, toujours. Puis à ce moment-là, il travaillait de nuit. Ça voulait dire que quand il arrivait à 2 heures la nuit, il se couchait. Et puis le matin, vers 7 heures, il se relevait. Puis là, ben, il s'en allait de l'autre côté parce qu'on construisait voisin d'où était notre logement. C'était l'avantage, il était tout près. Et puis son père vivait dans le temps, puis son père lui a donné un fier coup de main aussi, parce que Bruno n'avait pas de connaissances dans la construction, mais son père avait ces connaissances-là. Il était ouvrier lui-même, puis il lui a donné un bon coup de main, mais mon beau-père, dans le temps, pouvait avoir 70 ans passés, mais très vigoureux, puis très alerte, puis il a donné un bon coup de main. Et puis, il n'y avait pas de ça de besogne quand... c'était le temps je sais pas, de faire du plancher ou n'importe quoi, puis que les enfants étaient couchés dans le logement à côté, c'était pas loin. Je traversais, puis je me servais du marteau, moi aussi. Oui. Heureusement que mon père m'avait donné certaines notions, parce que j'étais un petit peu le petit gars de la famille, vu qu'on était 4 filles, comme je disais tantôt. Et puis, à un moment donné, bien, on a construit seulement un étage pour abriter la famille qu'on avait déjà. La 4e est arrivée... nous sommes déménagés dans notre maison, qui, je dois préciser, qui était sur les studs, comme on disait dans le temps. Là. Oui. La finition, le juproc n'était pas posé, c'est sûr, parce qu'il fallait attendre d'avoir de l'argent pour acheter des matériaux. Et nous sommes déménagés dans notre maison, la 4e avait 40 jours. Fait que c'est dire que les commodités étaient rares, j'avais tout simplement de la place à mettre la vaisselle et puis... mais vous étiez chez les moyens du bord, mais c'est ça, on était chez nous, puis c'était la seule façon de réussir à avoir un chez-soi, d'y aller graduellement. Et puis ça se faisait pour à peu près tout le monde dans le temps. Quand quelqu'un voulait un chez-soi, il fallait qu'il le fabrique de ses mains. Et puis, on travaillait de longues heures après ces heures d'ouvrage. Là. À un moment donné, il est revenu à travailler de jour et puis il est entré dans une voiture où est-ce que ça a été plus stable. Ah là, ça allait mieux. Ça allait mieux au point de vue financier. Là. Les salaires étaient encore minimes, mais c'était les salaires du temps, puis on ne s'en plaignait pas. Et puis, les prix, quand on allait à l'épicerie, étaient différents de ceux d'aujourd'hui. Oui, mais... J'ai connu le pain à 15 cents, comme toi, tu l'as connu probablement. Tandis que maintenant, ben, on ajoute un 0 au facilement. Bout, souvent. Et puis, tout ça, bien, avec de la bonne volonté. Puis, à travers ça, j'ai appris à coudre. Et puis, je défaisais du vieux linge, puis je refaisais du neuf avec ça. Et puis, les enfants étaient toujours bien contents. Puis, mon encouragement, c'était quand Bruno revenait du travail, puis que le morceau de couture était terminé, je montais le petit bonhomme sur la table ou la petite fille, et puis je montrais ce que j'avais réalisé dans la journée. Puis, il était toujours là pour m'encourager. Puis, c'est ce qui a fait qu'on a réussi à passer à travers ces années difficiles-là. Votre soutien mutuel. Là. Oui.
Oui. Mais Bruno, puis toi, à travers tout ça, vous ne vous êtes pas non plus refermé sur votre foyer? Je dirais les 15 premières années, la tâche était assez lourde, comme pour tout le monde. Et puis, notre construction, c'était pas terminé. Ça a duré pendant plusieurs années parce qu'on a monté un deuxième étage à un moment donné parce que les enfants arrivaient, puis les places étaient restreintes. Et puis, on a monté un deuxième étage pour pouvoir faire 2 chambres en haut. Et puis, un petit logement qui nous apportait un revenu pour payer nos taxes, nos assurances et tout ça. Il fallait aller le chercher quelque part. Mais tout de même, là, dans le domaine du bénévolat, on vous retrouve dans beaucoup d'endroits. Toi, Oui, puis Bruno. là, à un moment donné, des loisirs, ça aurait coûté cher. Oui. Puis on s'est dit, aller vers le bénévolat, puis aller vers des associations. On va rencontrer des gens, ça va nous apporter une richesse. Ah, ça a été votre départ. Et puis, on est allé vers l'orientation des foyers qui existait à ce moment-là. Et puis, on a rencontré 12 autres couples de l'orientation des foyers. On est allé vers Couple et Familles. Et puis, on a rencontré d'autres gens. On a même, à un moment donné, au bout de quelques années, accepté d'être responsable de l'organisme Couple et Familles. Ça nous a ouvert à d'autres choses aussi, parce qu'on allait au diocésain, à la fédération. On rencontrait des gens qui nous apportaient beaucoup. Et puis, j'imagine qu'on pouvait peut-être, par notre expérience de couple, apporter un petit quelque chose à quelqu'un. En tout cas, Bruno apportait sa bonne humeur, puis ses petites histoires, puis ses farces, puis c'est de même que tu l'as connu à la Maison de la Madone un peu plus tard. On avait décidé de changer un petit peu de milieu pour connaître autre chose. On est venu au Cap-de-la-Madeleine, à la Maison de la Madone, puis ça a été de très belles années. On y est venu durant 14 ans. Les dernières années, on a accepté de faire de l'animation, de la co-animation avec un des pères de la maison. Et puis, ça a été agréable, puis ça nous a préparé probablement à ce qui s'en venait, la maladie de Bruno. Si on n'avait pas déjà mis les pieds dans des associations quelque part, peut-être que j'aurais été plus désemparée face à la maladie. Ça t'a aidé? Parce que j'en avais eu d'autres qui avaient passé à travers des difficultés. C'est sûr qu'on voit vivre nos frères et nos sœurs, nos beaux-frères, nos belles-sœurs, la belle famille, puis on les voit vivre des épreuves, mais on n'a pas les pieds dedans, c'est eux autres qui ont les pieds dedans. Oui. Puis quand c'est à notre tour, ben, ça nous fait recevoir une bonne claque, des problèmes cardiaques. Puis bien, à notre grande surprise, il n'y avait jamais eu un petit doute du côté de sa santé seulement. Et puis, du jour au lendemain, il s'est ramassé aux soins intensifs, puis ensuite l'opération du cœur, puis tout ça. Ça fait quelques années déjà? En 77. 77. Oui, en 77. Et puis, heureusement, c'est arrivé au moment où est-ce que les enfants déjà, quelques-uns étaient mariés, quelques-uns étaient placés, puis ils étaient en mesure de me supporter, de m'encourager, de me véhiculer parce qu'ils étaient à Sherbrooke et puis pour l'opération. Et puis j'ai même une nièce qui m'a accueillie, puis je suis demeurée là pendant 1 mois parce que Bruno tenait que je sois là chaque jour. Oui. Puis la distance séparant, ben je ne conduisais pas. Je conduisais la voiture, mais je ne me voyais pas me véhiculer à Sherbrooke chaque jour, tu sais, dans le temps. Et puis, chose du passé, il est revenu à la maison, puis une fois revenu à la maison, c'est sûr que ça demandait un repos. Et puis, une fois la convalescence terminée, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas refaire le travail qu'il faisait à la manufacture depuis une 20aine d'années. Il a décidé de demander à son patron s'il ne pourrait pas aménager notre garage en atelier de travail et puis faire des cercueils spéciaux. Parce que son travail, c'était la fabrication des cercueils. Il travaillait dans la manufacture de cercueils, Atlas Casquette dans le temps. Et puis, il a aménagé le garage, la manufacture a fourni la machinerie. Et puis, il s'est installé chez nous, puis il s'est mis à la tâche doucement, 2 heures par jour, graduellement, puis il a pu reprendre son rythme. Et puis en étant chez nous, bien, il pouvait travailler seulement les avant-midi. Dans l'après-midi, bien, il allait faire sa grande marche qui était nécessaire pour conditionner son cœur. Et puis, à travers ça, bien, quand il n'y avait pas tout à fait suffisamment de commandes pour les cercueils, bien, il a décidé qu'il essayait
se faire un modèle spécial de chaise qu'on appelait dans le temps des chaises Cadillac, et puis qui pourrait faire ça à temps partiel quand il n'y aurait pas de commande de la manufacture. Il y avait la machinerie d'ailleurs qui était à ne rien faire, et puis ça nous permettait un certain salaire. Oui. Il n'y avait pas de semaine vide, là. Quand il y avait 15 jours sans cercueil, bien, il faisait, comme il disait dans le temps, une petite batch de chaises. Et puis après ça, bien, on les mettait en vente, mais d'une façon artisanale, là, tu sais, parce qu'on n'avait pas d'affiches, on n'avait rien de ça. Là, c'était du bouche à oreille, tu sais. Puis il a pratiqué son métier d'ébéniste, si tu veux, là, parce qu'il était devenu, avec le temps, avec l'expérience, oui. ébéniste. Oui. Et puis, il a pratiqué ça pendant 12 ans dans son atelier chez nous. Chez vous. Et puis là est arrivée une deuxième maladie, puis il s'est retrouvé pour une deuxième fois à l'opération du cœur. Et puis c'est de là que ça a été sa dernière. On a dû se quitter par la force des choses parce que son opération était réussie, mais son cœur était fatigué, puis il a refusé de repartir. Mais j'ose te poser la question, Lucie, tu en parles avec tellement de sérénité de Bruno. Comment est-ce qu'il a vécu ça, lui, sa maladie? Il a toujours vécu ça à la façon de Bruno, une journée à la fois. Un jour à la fois, c'était son secret. Tu te souviens certainement de l'avoir entendu répéter. On prend ça une journée à la fois. On ne traversera pas la rivière avant d'être rendu à la rivière. Et puis, quand il faudra bâtir un pont, on le bâtira. Ah, ça, c'était lui, ça. Dans le temps comme dans le temps, tu sais. Et puis, il survenait quelque chose au niveau de... je retourne en arrière, au niveau de l'éducation des enfants ou quoi que ce soit. Il survenait un petit problème. Il disait, on va dormir là-dessus, là, puis demain matin, nos idées seront plus claires. Puis peut-être les choses vont s'être classées. Parce que moi, j'étais de tempérament à grossir les problèmes beaucoup. Et puis lui était de tempérament plutôt calme, serein. Puis il se disait toujours, il y a certainement une solution, il n'y a pas de problème auquel il n'y a pas une solution. T'sais. Fait que c'est le souvenir que j'ai du côté positif de Bruno, qui a toujours été... s'il y en a pour deux, il y en aura pour trois. Puis aujourd'hui, ça ne va pas, demain, ça ira mieux. Puis c'était le reflet de sa personnalité. Je pense que les gens qui repensent à Bruno disent, à un moment donné, il y avait une difficulté, puis je lui en avais parlé, tu vas voir, ça va s'arranger. Tu sais, il y avait toujours le bon mot, là. Puis c'est pas parce qu'il n'est plus là que je dis ça. Non. Je l'ai apprécié quand il était là aussi, parce que le côté positif que j'ai le plaisir de posséder en partie, je le tiens de lui. C'est lui qui me l'avait apporté beaucoup. Tu sais. C'était le gars optimiste toujours. Il disait, vaut mieux être optimiste tout le temps et puis se tromper que d'être pessimiste puis ne jamais se tromper. C'est vrai, ça. C'était toute une théorie à sa façon à lui. Là, tu sais, là. Il disait, si on est optimiste, on a plus de chances de réussir. Tu sais. Puis, finalement, dans le fond, la vie nous l'a prouvé que c'était ça aussi. Hein? C'est bien sûr. Parce que sa dernière opération qui lui a coûté la vie, là, il était tout confiant quand il y est allé. Ah, absolument. Il a été hospitalisé à Québec, puis jour après jour, tous les gens qui venaient le visiter, puis Dieu sait que les amis se sont déplacés, la parenté, les enfants, c'est sûr, étaient assidus. Un venait me conduire le midi, l'autre venait me chercher le soir en venant voir son père. Et puis... j'aurais pu y aller avec ma voiture parce que là, j'étais plus autonome. Puis je laissais personne à la maison. Et puis, j'aurais pu demeurer aussi à Québec, mais les enfants voulaient toujours venir de toute façon. Fait qu'ils disaient, viens dormir dans ton lit, puis demain, tu seras plus en forme. Parce que j'en ai aussi qui sont comme le père, heureusement, tu sais. Et puis les autres sont en train de devenir à l'image du positif, là, tu sais. Mais pendant toute cette épreuve-là, tu as eu un bon support. Vous avez eu le support de tous vos enfants. Absolument, puis des deux familles aussi. Puis ça a été ce qui nous a aidés à passer à travers. Et puis, une fois au cours de sa maladie, Bruno m'a demandé si j'avais peur de l'opération, tu sais. Là, j'ai senti que son courage avait envie de flancher un petit peu, mais il s'est repris tout de suite. Puis il dit, en tout cas, le tout pour le tout, de la qualité de vie. C'est de même qu'on le connaissait. Ça ne voulait pas dire qu'il voulait la qualité de vie qu'il avait à l'âge de 40 ans, mais quand même, il disait,
tant qu'à vivoter, tant qu'à donner du trouble, je suis prêt à partir, tu sais. Et puis, c'est sûr que ça aurait été une autre chose de l'avoir à la maison comme convalescent, puis on aurait été heureux de lui faire la vie agréable, mais la Providence en a décidé autrement. Et puis, peut-être que à sa façon, il demandait tellement intensément à la Providence de qualité de vie que, comme un des pères de la Madone avait répondu à ce moment-là, le bon Dieu a décidé de lui donner la seule vraie qualité de vie qui était possible dans son cas. Mais pour toi, c'est dur, Lucie, de se retrouver seule? Comment on vit ça, un cheminement de séparation? Tout d'abord, je vais dire, pour les premiers temps, on est tellement entourés, c'est quasi comme un rêve. Puis je pense que les personnes qui ont eu à vivre un deuil seraient d'accord avec moi si je leur demandais. Le premier mois, on n'y croit pas, on s'imagine que l'autre va revenir. On souhaiterait qu'il revienne, mais on souhaiterait qu'il revienne en forme parce qu'on veut bien respecter son désir. Et puis, tout à coup, on se retrouve avec notre solitude. C'est difficile. Les journées sont longues, même si on a beaucoup de visites. Des fois, la maison est pleine. Et puis, dans notre cœur, on est toute seule quand même, tu sais. Mais je me disais, en mémoire de Bruno, il ne faut pas que je sois triste. Il faut que j'essaie de refléter ce que lui a bien voulu refléter tout le temps qu'il a été là. Je m'excuse l'émotion, là. En tout cas, ça va se classer. Je me disais, s'il était là, il dirait, continue de vivre, toi, tu as la chance d'être encore là. Je me suis dit, j'ai pas d'autre choix, c'est de me retrousser les manches puis de prendre les moyens. Puis comme j'avais développé un talent en couture, et puis que les besoins sont toujours grands, et puis que mes enfants et mes petits-enfants ont le don de toujours s'émerveiller de tout ce que je fais, je me suis dit, je pense que la façon de m'en sortir, c'est de me remettre à coudre. De toute façon, je ne suis pas la personne tellement pour aller dans des activités bien spéciales, puis tout ça, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais être bien chez moi, et puis ça me permettra quand même de prendre congé de temps en temps. Je me suis lancée à corps perdu dans la couture. Pour tes petits-enfants? Oui. Et puis, tu sais, pour un peu me trouver comme une évasion, si tu veux. On essaie de s'étourdir, mais quand on se retrouve le soir et puis qu'on s'approche du lit, puis qu'on donne notre cœur au bon Dieu, comme on a appris à le faire de nos parents, on a à le donner tout seul, là, parce que l'autre, il n'est pas là. Mais seulement que je me dis, je suis fière de ma journée, il doit être fier de moi, puis c'est ça qui compte. T'sais, même si l'autre est parti, c'est quasi comme un album de photos qu'on a choisi, de belles photos, puis qu'on garde en souvenir. On peut serrer l'album dans un placard, mais à l'occasion, retourner la prendre, puis la reviser. Je prends ça un petit peu comme ça. Je mets ça de côté, je me dis, ben demain c'est un autre jour, un petit peu comme on disait quand on était tous les deux. Et puis, je dois avoir autre chose à faire pour quelqu'un, puis en particulier pour mes proches. Et puis, le moindre geste que je pose, la moindre écoute que je donne à quelqu'un, je me dis, c'est pour tâcher d'être un instrument de, je sais pas, de joie, de paix, de sérénité dans mon milieu, tu sais. Et puis, essayer de regarder vivre les autres et puis de m'émerveiller de ce qu'ils reproduisent, de ce qu'ensemble, on a essayé de leur donner, comme tout parent, face à leur famille, là, tu sais. Mais je t'écoute, là, tu disais au début, on commence par s'étourdir, puis il est arrivé un moment où tu as pensé que la solitude, ça pouvait être bon parfois. Oui, ça fera 4 ans au printemps que Bruno est décédé. Et puis, pour être franche avec toi, je pense que ça fait peut-être 6 mois que je me suis ressaisie puis que je me suis dit, les capacités, ça, à un moment donné, elles vont diminuer. Et puis, tant et aussi longtemps que l'agilité de mes doigts sera là, puis que le Créateur me prêtera mon esprit, je serai capable de réaliser des choses manuellement. Mais
si ça partait, il faudra que j'aie appris à faire autre chose. Je me suis dit, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire comme bénévolat, en dehors de mes enfants et de mes petits-enfants, pour pas devenir une charge, pas devenir, je sais pas, lourde aux yeux de mes enfants, tu sais. Puis pas devenir non plus envahissante, parce que, disons que je parlais d'orgueil au début, là, j'ai toujours tendance à me dire, c'est pas rien qu'un défaut, ça, c'est une qualité aussi. J'ai ma fierté, j'appelle pas ça de l'orgueil, mais j'ai ma fierté, puis je me dis, je veux pas devenir un poids pour mes enfants en autant que la Providence me le permettra. Et puis surtout, je veux pas non plus les envahir, qui se sentent toujours responsable de moi, dans le sens, ah ben maman, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, là. Ah ben maman, je sais pas là si elle est sortie, ou je veux que les enfants sachent que même si je suis chez moi, je suis bien chez moi. Puis quand ils m'invitent à aller manger avec eux, ou aller faire un tour avec eux, ou aller faire un voyage, n'importe quoi, ça me fait toujours un immense plaisir. Mais je veux aussi que, à la façon que j'ai aimé à vivre ma vie de couple et ma vie de famille, que mes enfants aient le loisir de vivre leur vie de couple et leur vie de famille intimement, pas toujours avec la grand-maman à leur trousse, là, tu sais. Et puis, je me régale quand un des petits-enfants a besoin d'un véhicule, a besoin de quelqu'un pour le véhiculer quelque part. Je me régale à jaser avec l'enfant, puis je me dis... j'ai quelque chose à apprendre d'eux autres aussi. Quand même que ça ne serait rien de ne pas juger ce qui se passe autour, de ne pas juger la façon de faire des gens, d'être tolérante face à, je ne sais pas, certains gestes posés peut-être dans un milieu bien particulier ou dans des situations particulières. Grâce aux adolescents qui sont mes petits-enfants et qui disent « Oh, grand-maman, oh non, c'était pas pour mal faire qui a fait ça, tu sais. » Bien, nous autres, on était sévères de jugement. Moi, en particulier, j'étais très sévère. Puis j'apprends au contact de mes petits-enfants à exercer de la tolérance, tu sais. Et puis à me réjouir de leurs petites joies, puis essayer de ne pas me faire trop de peine des petits accros parce que, comme Bruno me disait tout le temps, apprendre, c'est se brûler les ailes, des fois. Et puis, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas mis le nez dans la vitre, on ne sait pas qu'il y a une vitre. Il faut des fois se cogner le nez pour grandir. Puis, grandir, bien, ça a toujours été difficile dans tous les domaines. C'est pas rien que dans le domaine de notre corps, de notre esprit aussi. Et puis, je me retourne un petit peu plus vers plus de spiritualité dans le sens de essayer de trouver un certain réconfort dans le vécu de mes enfants, de mes petits-enfants, de leurs amis, tout ça. Essayer de retrouver une belle charité qui n'est pas nécessairement la charité de notre temps, mais qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, je pense. Leur disponibilité pour leur entourage, le covoiturage d'un petit bonhomme qui a à aller jouer du hockey, par exemple. Les enfants vont offrir d'amener le petit garçon de la voisine ou quelque chose. Je me dis, ils ont retenu des choses dans ce qu'on a essayé de leur donner, bien humblement à notre manière, à nous, là. Je me dis, ils ont quand même retenu quelque chose. Et puis, c'est ce qui fait un petit peu ma joie de vivre maintenant. Regarder aller les autres, les confier, c'est bien sûr au Créateur, qui est le superviseur, comme on dit. Et puis, essayer d'être témoin à ma façon dans mon milieu de vie, pas rien que par les gestes que je pose, aussi par les silences que j'essaie de respecter. Oui. Je ne sais pas si c'était ce que tu t'attendais, là, que... Oui, et puis ça n'est pas fini non plus. Je voudrais te demander, il n'y a pas longtemps que tu as eu ton chèque de retraite? Et tu es à la retraite, toi, oui? 65 ans? Pas encore. Pas encore, seulement ça au printemps. Bon. Les gens disent pas ça du tout péjorativement. De toute manière, je me dis, faut aller de l'avant. On dit toujours, je dis, on dit. Je devrais plutôt dire, Bruno m'a tellement répété souvent
même dès les premières années du mariage, avec hier, on fait rien. Aujourd'hui, profitons-en et là, demain on verra. Je me dis que j'ai 65 ans le 11 mai 92. Je ne pense pas que ça change grand-chose aux 114 000. Je vais continuer d'être la maman puis la grand-maman qui va essayer d'être rayonnante le plus possible, d'être gaie, bien que des fois c'est un petit peu la peine qui m'habite, parce que les moments, je disais à une amie cette semaine, ben moi, ça fait 4 ans ça fera 4 ans au printemps, et puis c'est effrayant si c'est présent des fois ce deuil-là, oui. tu sais, ce départ-là. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on peut tourner la page de 40 ans de vie? Parce qu'on a quand même vécu, on a quand même fêté 40 ans de mariage, entouré de nos enfants, nos petits-enfants, dans une belle intimité. Les enfants nous avaient fêté 25 ans de mariage d'une façon bien élaborée. Mais à 40 ans, ils ont voulu respecter maman, qui aime plus les petites fêtes que les grosses fêtes. Et puis ça s'est fait bien intimement avec notre famille, puis c'est des bons souvenirs. Et puis 6 mois plus tard, Bruno était parti, puis ça a été une de ses grandes joies. Et puis la seule ombre au tableau, je sais que la dernière de mes filles a maintenant un bébé de moi, là, je te disais, le plus jeune de mes petits-enfants. Et puis c'est sûr qu'elle a dit, papa, il ne connaîtra jamais Laurence. Je lui ai dit tout simplement, tu sais, histoire de réconforter le petit couple en question, je leur ai dit, ben il la connaît peut-être de toute éternité, là, lui, là. Hein? Il l'a peut-être vu d'en haut. On ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas allé. Non, hein? c'est une réponse dans ta foi, ça. Hein? Bien, il me semble que c'était la réponse que j'étais en droit de donner, puis qui m'habitait, là, tu sais, je me disais, parce que c'est sûr que l'autre, qui était la plus jeune avant, il a eu le plaisir de la bercer. La petite Marie-Christine, il allait la bercer à Tabasco à tous les soirs ou à Pépin, parce qu'il aimait beaucoup les petits bébés. Et puis Laurence, bien, il n'a pas eu ce plaisir-là, parce qu'elle est arrivée, lui était déjà parti depuis 3 ans. Mais peu importe, mes enfants vivent ça d'une façon assez sereine aussi. Dernièrement, un de la famille me disait, j'ai jamais pensé autant à mon père, je pense que depuis je suis en train de faire telle besogne. Parce qu'il dit, s'il avait été là, il serait bien venu me donner quelques petits conseils, puis ça m'aurait été utile. Finalement, Lucie, l'acceptation d'une peine, d'un événement, ce n'est pas de l'amnésie. Hein? Non, on va toujours y penser. C'est ça. Mais je te remercie pour ton message d'espoir. J'espère que tu vas en aider beaucoup par ton témoignage. C'est ce que je souhaitais, puis c'est cette raison-là qui m'a amené à accepter ton invitation. Puis je suis certaine que Bruno est avec toi, puis qu'il est de tout cœur avec tout ce que tu as dit aujourd'hui. Je lui avais demandé d'y être, en tout cas. Bon, alors on doit y croire. Merci, Lucie, encore une fois d'être venue avec nous. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés ce soir encore. Si vous avez envie de nous contacter, c'est le 373-1261. Merci et bonsoir. À la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. Pour commencer, mon merci le plus chaleureux à Vidéotron qui nous seconde toujours admirablement, ainsi qu'aux employés du Centre de bénévolat
point de service du Cap de la Madeleine, sans qui l'émission ne serait pas possible. Aujourd'hui, je vous présente une femme pleine de tendresse. Cette tendresse m'est sautée aux yeux, puis je dirais au cœur, quand j'ai rencontré Mme Rochelot chez elle. Une de ses premières phrases a été pour me présenter son coquet appartement du manoir du Vieux Moulin. Puis cet appartement, elle l'a meublé en essayant le plus possible de renouveler l'appartement de sa grand-mère, la maison de sa grand-mère plutôt. Quand Mme Rochelot parle de sa grand-mère, c'est avec un amour infini. Vous en jugerez vous-même par après. Mme Rochelot a accepté de nous confier comment, en accueillant le don de la foi qui lui a été fait, elle a redécouvert la valeur de la vie, la valeur de sa propre vie. Dès ce moment, du profond découragement où elle se trouvait, Mme Rochelot a émergé vers un grand courage qui lui a permis de lutter contre une maladie musculaire qui l'avait assaillie alors qu'elle était dans la vingtaine. Bonjour, Mme Rochelot. Bonjour. Je vous ai présentée comme une femme pleine de tendresse. Et puis, l'appartement de votre grand-mère, vous m'en parlez tellement avec chaleur. Ah oui, je vais vous en parler aussi. Tout d'abord, je vais vous dire où j'ai vécu. C'est dans